Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger au cœur d'une affaire tragique qui a secoué la Suisse. Le meurtre de Kristina Joksimović. Kristina est née en 1986 en Serbie, une période où ce pays faisait encore partie de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. À cette époque, le pays connaissait une instabilité politique croissante, principalement à cause de la mort de Tito en 1980, qui avait laissé un vide de pouvoir. Le mémorandum de l'Académie serbe des sciences et des arts, publié en 1986, a ravivé le nationalisme serbe, exacerbant les tensions ethniques entre les différentes républiques et communautés ethniques de la Yougoslavie. La montée du nationalisme et les conflits internes devenaient de plus en plus évidents. Sur le plan économique, la situation n'était pas meilleure. La Yougoslavie était en pleine crise économique avec une inflation galopante, une dette extérieure en constante augmentation et des réformes économiques qui échouaient les unes après les autres. Les difficultés économiques ont entraîné des grèves massives et un mécontentement généralisé parmi la population, rendant le climat social très tendu. C'est dans ce contexte de tensions croissantes et de dégradation économique que les parents de Kristina ont pris la décision de quitter la Serbie. Ils ont émigré en Suisse, cherchant à offrir une meilleure qualité de vie à leur famille et à échapper à un avenir de plus en plus incertain dans leur pays natal. Ils ont rejoint de nombreux autres ressortissants yougoslaves qui, à cette époque, choisissaient de s'installer en Europe occidentale, notamment en Suisse, qui offrait des opportunités d'emploi et un environnement stable, et c'est dans ce nouveau cadre que Kristina allait s'établir en Suisse, un pays qui allait devenir son foyer et la scène de sa vie future. Au début des années 2000, Kristina est devenue une belle et charmante jeune femme, avec ses longs cheveux blonds, ses longues jambes élancées et son sens aigu de la mode. Elle attirait facilement les regards, c'est justement grâce à cette allure remarquable qu'elle s'est faite approcher un jour par un castor sauvage, une de ces personnes qui repèrent des visages prometteurs dans la rue. C'est le début de son aventure dans le monde du mannequinat. Kristina a commencé à participer à des castings et rapidement ses traits distinctifs et sa présence naturelle lui ont valu des contrats avec des agences locales. Elle a défilé pour des créateurs suisses et participé à des shootings pour des magazines de mode. Ce parcours l'a menée à s'inscrire au concours de Miss Suisse en 2007 où elle s'est hissée parmi les finalistes, attirant l'attention du public et des médias. Elle a ensuite été couronnée Miss Suisse du Nord-Ouest, un titre qui lui a offert une exposition encore plus grande. Elle est devenue une figure populaire dans le milieu de la mode en Suisse, enchaînant les apparitions lors de divers événements, des défilés et des collaborations avec de grandes marques locales. Sa passion pour le mannequinat n'était pas seulement motivée par la reconnaissance, mais aussi par l'envie de montrer à d'autres femmes que tout est possible avec du travail et de la détermination. À travers son travail, elle aspirait à inspirer et à aider les nouvelles venues dans le milieu, ce qui l'a conduite plus tard à devenir coach pour mannequins. Kristina n'était pas seulement belle, elle avait aussi la détermination de faire sa place dans un secteur très compétitif. Ce parcours lui a permis de briller, mais aussi de se confronter aux exigences et aux difficultés du métier, où la pression constante et les attentes élevées peuvent parfois être écrasantes. En plus d'avoir le mannequinat dans son cœur, Kristina avait aussi trouvé l'amour auprès de Mark Rayban. Leur relation allait devenir une part essentielle de sa vie, apportant à la fois soutien et défis, comme toute histoire d'amour au final. Mark, le compagnon de Kristina, était un jeune homme ambitieux et déterminé. C'est cette détermination et ces valeurs communes qui ont rassuré Kristina, leur permettant de construire une relation solide basée sur des objectifs partagés. Mark avait un parcours professionnel intéressant et varié, travaillant d'abord en tant qu'éditeur de contenu, puis en tant que commerçant, ensuite en tant que consultant en technologie. Sa carrière était marquée par une forte ambition qui l'a mené à ouvrir sa propre société de consulting, un projet qu'il a pu développer avec succès. Les deux se sont rencontrés d'une manière qui, bien que privée, a été marquée par la complicité immédiate et la complémentarité entre les deux personnalités. Après quelques années de relation, ils se sont mariés en 2017, officialisant leur amour dans une cérémonie pleine de joie et de promesses.
Leur bonheur s'est encore agrandi à l'arrivée de leurs enfants. En 2020, ils ont accueilli leur première fille, suivie de la naissance de leur deuxième en 2021. Christina était véritablement comblée d'avoir ses 2 filles. Être mère était un rôle qu'elle prenait à cœur et elle s'efforçait de rester présente pour ses enfants tout en continuant de soutenir Mark dans ses projets professionnels. Sur ses réseaux sociaux, Christina a montré fièrement son mari et leur moment de bonheur familial. Leur couple était souvent admiré et leurs photos pleines de sourires et de tendresse étaient la preuve de la complicité qui les unissait. Ils formaient un duo inspirant avec l'amour et la famille au centre de leur vie commune. Mais qu'est-ce qui pourrait donc venir perturber une vie qui semblait si harmonieuse? Comment un couple aussi uni et heureux a-t-il pu sombrer dans une spirale tragique? Derrière les sourires sur les réseaux sociaux se cachait peut-être une autre réalité plus sombre et difficile à percevoir de l'extérieur. Nous sommes le 13 février 2024 et il va se passer une dinguerie. Christina, la mère des 2 petites filles, n'était pas venue les récupérer à l'école maternelle, un comportement inhabituel qui a suscité l'inquiétude de ses parents. Ils se sont donc rendus à l'école pour récupérer leurs petits-enfants qui attendaient impatientes derrière la grille. En rentrant chez les Raybon, ils ont été accueillis par Mark qui les aurait invités à dîner, assurant qu'il n'avait pas de raison de s'inquiéter et que Christina avait souvent l'habitude de disparaître sans prévenir. Ce soir-là, ils se sont donc retrouvés autour de la table, partageant un repas avec un homme qui semblait détaché, savourant son repas, pendant que ses belles-filles et ses beaux-parents se faisaient du souci pour la femme qui venait tout juste de se volatiliser. Le comportement de Mark, trop relaxant et nonchalant pour une situation aussi grave, a commencé à éveiller des soupçons chez le père de Christina. Inquiet et mécontent de l'attitude de son gendre, il aurait décidé de prendre les choses en main. C'est alors qu'il s'est lancé dans une fouille de la maison, déterminé à trouver des réponses sur la disparition de sa fille, et c'est en descendant au sous-sol qu'il a découvert une odeur nauséabonde, une puanteur mêlée de produits chimiques. En inspectant les lieux, il a été horrifié de voir des morceaux de chair dans des seaux, et plus tragiquement encore, une casquette de cheveux blancs qui émergeait d'un sac poubelle. Suite à la découverte macabre par le père de Christina, une violente dispute aurait éclaté entre les deux. Inquiet et accablé, ce dernier aurait exigé des explications. La tension aurait rapidement atteint son paroxysme. Les cris et reproches ont attiré l'attention des voisins qui auraient conduit le beau-père à alerter la police. Lorsque les autorités sont arrivées, Thomas a d'abord nié avoir commis un crime. Il a prétendu avoir trouvé le corps inerte de sa compagne dans leur maison sans fournir d'explications sur les circonstances de sa mort. Pour éviter d'être incriminé et persuadé que personne ne le croirait, il a pris une décision terrifiante. Il aurait démantelé le corps de Christina, séparant sa tête du reste de son corps. Pour masquer son acte audio, il aurait utilisé un mixeur pour réduire certains morceaux en purée, tentant ainsi de faire disparaître les preuves de son crime. Lors de l'interrogatoire initial, Mark aurait maintenu sa version des faits, prétendant qu'il avait trouvé Christina inanimée et que sa mort était accidentelle. Il a tenté de faire passer l'idée qu'il était un mari dévoué, pris de panique par une situation tragique. Cependant, les policiers n'étaient pas dupes et ont commencé à enquêter plus profondément sur son comportement et son passé. Les détails horribles de la découverte du corps ont suscité l'incrédulité parmi les enquêteurs. Des témoignages de proches de Christina ont révélé un couple dont l'image publique contrastait fortement avec la réalité domestique, marquée par des tensions et des disputes. Les enquêteurs auraient aussi pris en compte le passé violent de Mark, ayant déjà été impliqué dans des incidents de violence conjugale. La défense de Mark s'est ensuite axée sur l'idée de la légitime défense. Son avocat a tenté de faire valoir qu'il avait agi sous le coup de la panique après une dispute qui aurait dégénéré. Ils ont
argumenté que Christina était parfois imprévisible et que Mark avait agi dans un moment de désespoir, cherchant à cacher un acte qu'il n'avait jamais voulu commettre. Cependant, la brutalité de l'acte, le démembrement du corps et la tentative de dissimulation auraient pesé lourd dans la balance, renforçant les doutes sur la crédibilité de la défense. Mark risque une peine de 20 ans, voire la perpétuité. L'enquête est en cours. Je vous donnerai sûrement des nouvelles. Le profil de Mark a révélé des traits inquiétants de sociopathie, alimentant les doutes sur sa culpabilité dans le meurtre de Kristina Joksimovic. D'après des expertises psychiatriques, il aurait été décrit comme ayant un manque d'empathie et une volonté massive à recourir à la violence. Des caractéristiques souvent associées à des personnalités psychopathiques. Ces traits ont été corroborés par des témoignages de proches et des enquêtes intérieures sur des incidents de violence domestique. La police, qui avait déjà été appelée au domicile de Mark par le passé pour des disputes qui avaient dégénéré, les antécédents de violence conjugale de ce dernier, bien documentés, ont ajouté du poids à la théorie selon laquelle il n'était pas étranger à des comportements violents. En effet, une enquête préalable avait révélé qu'il avait déjà été impliqué dans des actes de violence envers une ancienne partenaire, ce qui a suscité des préoccupations quant à son comportement avec Kristina. Les forces de l'ordre ont également noté un changement notable dans le comportement de Mark après la disparition de Kristina. Alors qu'il avait initialement essayé de paraître calme et rassurant face à ses beaux-parents, ses réactions de plus en plus nerveuses et ses contradictions pendant l'interrogatoire ont incité les enquêteurs à approfondir leur investigation. Le contraste entre son image de mari dévoué et les éléments révélés par l'enquête a mis en lumière une dynamique de contrôle et de manipulation, caractéristique de comportement de personnes ayant des traits sociopathiques. Selon certaines sources fiables comme 20 minutes et le Nouvel Opérateur, des rumeurs circulent selon lesquelles Kristina aurait envisagé de quitter Mark, ce qui pourrait avoir été un mobile pour son meurtre. Ce dernier, perçu comme un mari oppressant, aurait manifesté une jalousie croissante face au succès de sa femme, notamment en tant que mannequin et personnalité publique. Ses antécédents de comportement contrôlant, documentés par des témoignages de proches et des rapports d'intervention policière antérieurs, laissant à penser que Mark avait du mal à gérer les ambitions et la reconnaissance de sa compagne. Un ancien proche du couple a rapporté que Kristina avait commencé à se sentir étouffée par la dynamique de leur relation, où ses succès professionnels semblaient créer des tensions plutôt que la fierté chez son mari. Cela souligne la complexité des relations où le pouvoir et le contrôle peuvent mener à des tragédies. Les expertises psychiatriques de Mark, qui mettent en avant son sociopathisme et sa violence, renforcent l'idée qu'il était capable d'agir de manière impulsive face à la possibilité de perdre son contrôle sur Kristina. Cela amène les enquêteurs à considérer cette jalousie maladive comme un facteur central dans la tragédie qui a suivi. Kristina Joksimovic était connue pour sa personnalité joviale et son désir sincère d'inspirer les femmes à travers son métier de mannequin. Elle croyait fermement en la puissance de la confiance en soi, souhaitant montrer que chaque femme mérite de se sentir belle et valorisée. Par son travail, elle espérait contribuer à l'épanouissement des femmes en les encourageant à embrasser leur authenticité et à se défendre contre les stéréotypes. Malheureusement, le féminicide, qui prend des proportions alarmantes dans nos sociétés, rappelle que beaucoup de femmes ne sont pas toujours crues ou soutenues dans leur quête de protection. Des études montrent que souvent les témoignages des victimes de violences conjugales sont minimisés ou ignorés, ce qui contribue à un cycle de violence continue. Avec l'essor des réseaux sociaux, une tendance curieuse a émergé. Certaines femmes préfèrent plaisanter sur le fait de choisir des ours plutôt que des hommes. Cette métaphore illustre l'idée que même si un ours est potentiellement dangereux, il ne commet pas les mêmes actes de violence que certains hommes dans des relations dysfonctionnelles. Ces réflexions mettent en lumière une frustration croissante face à la violence et à l'oppression que subissent de nombreuses femmes au quotidien. Et d'ailleurs, si vous vous sentez en danger ou êtes victime de violence, il est crucial d'en parler et de demander de l'aide.
Si vous vous trouvez en France, vous pouvez contacter le 3919, qui est le numéro d'écoute pour les femmes victimes de violences. Ce service est gratuit et accessible 24 heures sur 24. Et si vous vous trouvez au Sénégal comme moi, vous pouvez faire le 800, 805, 805. Christina a laissé derrière elle un sillage de douleur et de désespoir. Ses parents, traumatisés par la brutalité de sa mort, peinent à comprendre comment une telle tragédie a pu frapper leur famille. Ils se retrouvent non seulement à pleurer la perte de leur fille, mais aussi à faire face à l'angoisse de savoir que leurs petites filles, âgées seulement de 3 et 4 ans, sont désormais orphelines de mère. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur ma chaîne. Si vous l'avez appréciée, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vos commentaires et partages sont essentiels pour m'aider à grandir la chaîne. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à partager cette vidéo autour de vous. Merci pour votre soutien et à très bientôt sur la chaîne.